VOA Afrique. Heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro du Washington Forum. Jacques Aristide dans la capitale américaine. Plein feu cette semaine sur la guerre en Syrie et le renforcement de l'engagement américain. Les États-Unis ont décidé de déployer un nombre très limité de militaires sur le sol syrien dans la lutte contre le groupe État islamique, peu après le début de l'offensive russe en soutien à Bachar al-Assad. S'agit-il d'une inflexion dans la stratégie américaine et quid du rôle de la Russie de Vladimir Poutine? Décryptage. Washington Forum. Bienvenue et mille merci pour votre fidélité à la VOA. Nos invités répondront tout à l'heure à ces questions et bien d'autres encore sur le drame syrien, une tragédie humaine qui se joue depuis 4 ans maintenant. D'emblée, un récapitulatif des derniers efforts sur le front international pour tenter d'en trouver une issue. Le compte-rendu d'Éric Manirakiza. À la surprise générale, la Russie s'est engagée dans la guerre en Syrie en soutien à Bachar al-Assad. Moscou entend se montrer incontournable dans ce conflit. L'aviation russe a déjà bombardé des milliers de cibles de l'organisation État islamique selon le ministère russe de la Défense. Mais Washington accuse Moscou de viser les rebelles soutenus par l'Occident et qui combattent le régime Assad. En marge de la dernière Assemblée générale des Nations unies à New York, le tête-à-tête froid entre Barack Obama et Vladimir Poutine sur ce dossier syrien n'a pas non plus dégagé de consensus. L'homme fort du Kremlin a défendu son action. И если бы мы позволили, извините за моветон, схомячить эту Сирию... Sans la lutte en Syrie, les gens armés de Kalachnikov seraient sur notre territoire depuis longtemps. Mais en les combattant de loin, nous pouvons aider Assad à les vaincre. Поможем президенту Асаду с ними бороться. Quoique l'entrain de la Russie en guerre ait provoqué la colère de la Maison-Blanche, Barack Obama n'entend pas changer de stratégie. Il maintient aussi le départ du président Assad comme préalable. Vaincre le groupe État islamique en Syrie requiert un nouveau leader et un gouvernement inclusif qui unit le peuple syrien dans la lutte contre les groupes terroristes. À Vienne, l'Iran a été associé pour la première fois aux discussions sur la Syrie avec les États-Unis, la Russie et la France. Laurent Fabius, ministre français des Affaires étrangères, privilégie d'abord la lutte contre l'État islamique avant de penser à la transition politique. Il faut qu'il y ait des changements importants. D'abord, il faut lutter encore plus efficacement contre les terroristes de Daesh et de Jabhat al-Nusra. Ensuite, il faut organiser la transition politique. Dans son effort de renforcer les capacités militaires des rebelles contre l'État islamique, le président Obama a autorisé le déploiement d'un groupe de soldats des forces spéciales dans le nord de la Syrie. Le porte-parole de la Maison-Blanche, Josh Earnest, a clarifié cette décision. La réalité est que notre stratégie militaire en Syrie n'a pas changé. L'essentiel pour nous en Syrie est de former les forces rebelles du pays sur leur propre territoire. Cette guerre découlant des manifestations pro-démocratie de 2011 inspirées du printemps arabe a provoqué un séisme humanitaire dans le monde. L'Europe en paie aujourd'hui un lourd tribut. Éric Manirakiza, merci. L'heure maintenant d'entrer dans le vif du sujet avec nos invités. En direct d'Ottawa au Canada, professeur Serge Banyongen, expert en relations internationales, chargé de cours à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Et via Skype de Paris, Alain Rodier, directeur de recherche chargé du terrorisme et de la criminalité, organisé au sein du Centre français de recherche sur le renseignement. D'abord, parlons du crash samedi dernier d'un avion russe en Égypte qui a fait 224 morts. Pour Londres, une bombe pourrait être à l'origine du drame. D'ailleurs, un groupe se réclamant du groupe État islamique avait déjà revendiqué la destruction de l'appareil en représailles à l'intervention russe en Syrie. Alain Rodier, si la thèse de l'attentat se confirmait, serait-ce un revers pour Vladimir Poutine ?
Non, pour Vladimir Poutine, pas tout à fait, bien qu'il apprécie peu, parce que effectivement, ça risque de pousser un petit peu la population russe à s'opposer à l'intervention du pays en Syrie, mais c'est surtout un revers pour le régime égyptien qui, malheureusement, ne contrôle pas bien la situation sécuritaire dans le Sinaï. Et d'ailleurs, il faut dire que le Caire et Moscou ont rejeté ces déclarations de Londres. Alors encore une fois, si la piste de l'attentat s'avérait, que signifierait un tel développement pour l'Afrique, où les djihadistes de l'EI ont multiplié leurs franchises, dont en Égypte et en Afrique de l'Ouest, avec Boko Haram lui ayant fait allégeance? Alain Rodier? Oui, alors pour l'Afrique, c'est un petit peu comme pour le reste du monde. C'est-à-dire que la nouveauté, si c'est confirmé, c'est que l'État islamique pourrait commencer à s'en prendre à des cibles différentes que précédemment, parce que précédemment, il était surtout concerné par le combat qu'il menait en Syrie et en Irak et dans ces différentes provinces, entre guillemets, à l'étranger, donc dans le Sinaï, effectivement au Nigeria, effectivement en Libye, mais il ne visait pas directement des cibles extérieures, comme ça était le cas donc à Sharm el-Sheikh. Donc on pourrait craindre une multiplication de ce type d'action dans d'autres pays, dont ceux dont je viens de citer, mais ailleurs également. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Alors, il faut dire que Moscou n'entend pas se laisser intimider. Le gouvernement russe affirme que son intervention en Syrie n'est pas momentanée, que la campagne, au contraire, pourrait durer 3 à 4 mois, et même au-delà. Serge Banyongen, cette offensive russe complique-t-elle davantage ce conflit syrien? Est-elle tout simplement un danger pour la suite des événements, tant sur le plan politique que diplomatique? Disons que pour le moment, c'est un peu les affirmations du secrétaire d'État, du sous-secrétaire d'État aux affaires étrangères chargé du Proche-Orient américain. Mais en réalité, la Russie a compris 2 choses. D'abord, oui, il a raison, il sécurise ses bases arrière parce qu'il ne faut pas oublier que la Russie a été longtemps et est toujours prise avec une certaine rébellion de base islamique. Hein. Ensuite, oui, et un deuxième aspect qui est beaucoup plus technique et géostratégique, c'est qu'il redevient un joueur avec lequel il faut compter. Voilà. Alors, Alain Rodier, jusqu'à la semaine dernière, le président Obama refusait tout déploiement de troupes au sol en Syrie pour ne pas engager l'Amérique dans une nouvelle guerre au Proche-Orient. L'envoi de cette cinquantaine de militaires en ce mois de novembre représente-t-il vraiment un revirement de la politique américaine? Non, on ne peut pas parler vraiment de revirement. C'est pas 50 militaires, même des forces spéciales, qui vont peser d'un poids extraordinaire sur le plan tactique ou opérationnel. Cela dit, la politique qu'ils sont en train de mener, ils l'appellent la politique des 3 R. Ça veut dire Raqqa, Ramadi et Raid. Je résume, ils souhaitent que des mouvements d'opposition syriens reprennent Raqqa, la capitale entre guillemets de l'État islamique situé donc en Syrie, que l'armée irakienne reprenne Ramadi, qui est dans la province ouest du pays et qui est un fief un petit peu de l'État islamique. Et le 3e R, c'est raid, c'est-à-dire mener des raids offensifs comme ceux qui ont permis en Irak de libérer 70 prisonniers il y a environ une dizaine de jours. Donc c'est cette volonté un petit peu offensive qui est nouvelle, qui va être appuyée par des frappes plus ciblées. Je veux prendre pour exemple l'arrivée d'avions A-10. Ce sont des avions qu'on appelle des croqueurs de chars, c'est-à-dire ce sont des avions qui sont destinés à tirer vraiment au sol, au plus près des troupes, pour accompagner les offensives que je viens de désigner. Donc c'est ce côté un petit peu plus offensif qui est de mise, mais ce ne sont pas les 50 membres des forces spéciales qui vont vraiment faire basculer
le rapport des forces. Alors, et pour le préciser encore une fois, ces hommes sont dépêchés sur le terrain rien que pour encadrer les combattants kurdes dans leur lutte contre les terroristes du groupe État islamique et n'auront pas de mission de combat, comme l'a bien fait ressortir Josh Earnest, porte-parole de la Maison-Blanche. Mais Serge Banyongen, au vu du chaos qui prévaut dans la région, le gouvernement américain sera-t-il finalement contraint à déployer davantage de troupes en Syrie ? Mais je pense que ce n'est pas quelque chose d'envisageable. Il faut déjà préciser la nouvelle reconfiguration de la lutte américaine. C'est que depuis septembre 2014, il y a eu plusieurs frappes et ces frappes ont eu un succès plus ou moins mitigé. Alors, en toute stratégie, il est normal que cette approche soit révisée et qu'elle soit beaucoup plus stratégique, comme l'a expliqué M. Alain Rodier. Oui. Alors, il ne faut pas aussi oublier que, contrairement aux Russes, les Américains, le coût de la vie humaine est beaucoup plus durement perçu chez les Américains. Donc, envoyer les troupes au sol dans une mission de combat, c'est aussi prendre le risque de revoir les fameux cercueils qu'on n'a pas vus durant la présidence de George Bush et qu'on a revus durant la présidence d'Obama. C'est prendre le risque aussi pour le président de la République d'appeler les familles et pour leur dire que leur être cher est mort. C'est ce genre de risque que les Américains ne sont plus prêts à payer. Cependant, et Serge, pour bon nombre de commentateurs, le déploiement américain est une réplique à l'intervention militaire de la Russie en Syrie, entamée le 30 septembre dernier avec des bombardements aériens. Quant au sénateur américain John McCain, rival de Barack Obama à la présidentielle de 2008, il qualifie la décision de Washington trop tardive et insuffisante, qui risque, d'après lui, d'éroder la crédibilité de l'Amérique. Partagez-vous cet avis, Serge ? Pas tout à fait, parce qu'il y a quelque chose de très précis à dire, deux choses importantes. La première des choses, c'est que les nouvelles guerres sont des guerres dites asymétriques qui sont très compliquées. Je ne suis pas sûr, peut-être le professeur Rodier va me démentir, qu'il puisse y avoir une victoire clausewitzienne, c'est-à-dire qu'une victoire militaire absolue. Je pense qu'il y a d'autres mécanismes aujourd'hui pour pas gagner la guerre, mais peut-être imposer la paix sous d'autres formes. Donc, l'Amérique joue sur plusieurs leviers et peut-être il faut faire une précision qui est un peu celle de John McCain. Je m'excuse de vous interrompre. Alors, mais est-ce une façon également pour Barack Obama de faire taire les critiques selon lesquelles il n'aurait pas de stratégie en Syrie ? Disons que pour le moment, la stratégie de Barack Obama en Syrie n'a pas marché. N'ayons pas peur de le dire, c'est-à-dire que ça fait 1 an et peut-être 1 mois qu'il y a des frappes en Syrie de façon à contenir l'État islamique. Mais l'État islamique n'a pas vraiment été contenu. Elle est toujours présente dans le nord et le nord-ouest, nord-est de la Syrie, notamment à Kobané. Et même à Homs. Le vrai problème, c'est que, comme je le disais, vous avez parlé de l'historique dans votre journaliste. Justement, il est difficile de voir une victoire militaire absolue, une victoire dite clausewitzienne dans cette guerre. Dans ces cas-là, il est question de mettre un peu de l'eau dans son vin, de rapporter les choses. Ouais. Le plus important pour Barack Obama et pour l'opinion publique américaine, c'est justement de mettre un terme à l'expansion de l'État islamique. Sauf que le problème de l'Europe, par exemple, c'est que c'est les réfugiés qui y vont. Et l'Europe, et d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure. Par le régime. Oui. Et d'ailleurs, il y a des critiques contre le président Obama, mais le président Obama lui-même a jugé ces frappes russes contre-productives. D'ailleurs, les services de renseignement britanniques ont trouvé que seuls 5% de ces raids avaient visé les combattants de l'EI et que la majorité des frappes avaient en fait tué des civils et ciblé l'opposition modérée soutenue par les Occidentaux et qui cherche à renverser Bachar al-Assad. Serge, le gouvernement de Vladimir Poutine cherche-t-il tout simplement à protéger Assad et à travers lui ses intérêts dans cette région? Vous avez fait allusion à cela tout à l'heure. Oui, absolument, mais il faut dire qu'on est ici dans un jeu politique où il y a d'autres personnes, d'autres acteurs qui sont entrés en jeu. Et les Russes n'ont pas les mêmes intérêts que les Occidentaux. Les Russes, leur intérêt, c'est vraiment... je ne pense pas à la protection d'Assad. À mon avis, Assad est un pion qu'il joue. Il pourrait le lâcher un mois ou l'autre, mais ça leur permet vraiment de revenir et surtout de contrarier les Occidentaux. Pendant très longtemps, les Russes n'étaient pas des acteurs dans l'équation. Ils sont de retour dans l'équation en soutenant Assad,
quelle que soit la forme, ils permettent justement non seulement à Assad de revenir comme maître du jeu, comme un des acteurs clés, mais aussi à eux d'être une partie prenante. Vous savez que le 20 octobre dernier, il y a eu des accords, il y a eu une rencontre entre les États-Unis et la Russie pour essayer justement de déterminer la nature des frappes. Et là encore, il faudrait dissocier entre les faits sur le terrain et la rhétorique politique dans les deux camps. Voilà, s'il vous plaît, n'allez nulle part ailleurs. À venir, les commentaires à Facebook. Nous irons également en RD Congo, où se trouve en ce moment notre collègue Roger Muntu. Vous saurez tout à l'heure. Washington Forum revient après une petite pause. Washington Forum, le décryptage hebdomadaire de l'actualité et des sujets qui vous touchent dans votre vie quotidienne. Débat en profondeur, interactif, aller au-delà de la nouvelle. Une perspective à partir de Washington sur des questions importantes. De Kinshasa à Abidjan, via d'autres capitales mondiales. Washington Forum. Washington Forum. Depuis Washington jusqu'à chez vous, en passant par d'autres parties de la planète, Washington Forum, votre rendez-vous sur la VOA. Jacques Aristide de retour avec vous. Gros plan sur la situation de plus en plus compliquée en Syrie. Vous avez partagé votre avis sur la page Facebook de VOA Afrique. Ayouba Touré de Bamako, Mali. La Russie est en train de déjouer leur coup qui est de faire partir Assad et d'avoir la mainmise sur la richesse syrienne et une emprise totale sur toute la zone. Ils sont donc obligés d'infléchir leur position. Magania Katema Waboshi, président du club VOA Ouvira en RD Congo. L'envoi des forces spéciales en Syrie par l'Amérique est un coup d'accélérateur à la guerre. Nouhan Diakité de Kindia, Guinée. Les États-Unis doivent quitter complètement la Syrie. Ils vont se heurter à la Turquie dans l'exécution de ce nouveau plan. Laurent Bouddha de Ouagadougou à Burkina Faso. La France et les États-Unis prétendent lutter contre le terrorisme. Pourtant, ce sont les mêmes qui parlent de rebelles modérés en Syrie. Quel paradoxe. Comme on le dit, enfant de serpent et serpent, donc soutien à Poutine. Et nous retrouvons nos invités, Alain Rodier, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement, et professeur Serge Banyongen, chargé de cours à l'école d'études politiques de l'Université d'Ottawa. Alors, les récents pourparlers de Vienne sur l'avenir de la Syrie et de son président Bachar al-Assad n'ont rien donné. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a jugé inacceptable que le sort d'Assad prenne en otage tout le processus de négociation pour mettre un terme à cette guerre. Alain Rodier, en l'état actuel des choses en Syrie et au vu du chaos en Irak de l'après Saddam Hussein et de même qu'en Libye post-Muammar Kadhafi, Assad fait-il partie de la solution ou demeure-t-il le cœur du problème ? Non, Assad n'est pas au cœur du problème. Bon, on veut un petit peu le présenter comme ça, mais je rappelle que ce n'est pas lui tout seul qui dirige la Syrie, c'est le clan Assad. Bon, je voulais revenir aussi un petit peu sur ce qui avait été dit auparavant. C'est vrai que les Américains disent que les frappes russes n'ont frappé que 5% de djihadistes de l'État islamique. Mais il faut bien voir que les frappes russes ont surtout tapé des mouvements qui sont très proches d'Al-Qaïda. Et je rappelle que Al-Qaïda, c'est tout de même ce gentil mouvement qui est à la base des attentats du 11 septembre 2001, des attentats de Madrid de 2004 et de Londres de 2005. Donc on ne peut pas dire que les Russes ont tapé que des civils ou des rebelles modérés. Et d'ailleurs, les Russes ont bien demandé aux Américains de leur désigner des cibles. Ils attendent toujours ces informations. Bon, pour revenir effectivement aux négociations qui ont eu lieu à Vienne, qui vont reprendre d'ailleurs d'ici une dizaine de jours, je crois. Bon, c'est bien déjà d'avoir enclenché un processus politique parce que la solution n'est pas militaire et je rejoins tout à fait les conclusions du professeur. Il n'y a pas de solution militaire, il ne pourra avoir qu'une solution politique. Et pour cette dernière, Poutine a été très clair,
il n'est pas attaché à la personne d'Assad. Il est fort probable qu'à un moment ou à un autre, il ira prendre une retraite dans un endroit où il n'est pas recherché par la justice. Oui, et d'ailleurs, les Russes ont dit que nous ne sommes pas mariés à Assad. Alors, pour revenir à ce sommet de Vienne, il y a eu la participation inédite de l'Iran, soutien militaire et financier de Bachar al-Assad. Alors, Serge, les États-Unis et leurs alliés peuvent-ils trouver un compromis avec Téhéran sur la Syrie ? Ben, il faut dire que c'est le retour de plus en plus progressif, c'est une étape après une autre de l'Iran sur la scène internationale comme joueur sur la scène internationale après les accords qu'il y a eu entre l'Iran et les puissances occidentales sur justement la question du nucléaire civil iranien. Ouais. Alors oui, les Iraniens sont justement une puissance régionale importante et on ne peut pas faire sans eux. C'est important de les associer à ces négociations et justement de tenir compte de leur point de vue. Je pense que ce serait bien de les associer et de tenir compte de ce point de vue, mais encore plus loin, en acceptant déjà de faire un pas, en acceptant déjà de compromis, en partant du discours qui est très manichéen du genre État voyou vers un discours plus inclusif, on ouvre aussi la porte à une possibilité de solution politique, comme en parlait le professeur Roger tout à l'heure, pour qu'on comprenne que justement le manichéisme d'un côté les bons et les méchants ne peut pas être la solution dans un conflit aussi complexe que celui-là. Oui, et nous abordons les aspects politiques et diplomatiques, mais c'est un conflit qui a tué environ 250 000 personnes et contraint un nombre important des 22 millions de Syriens à quitter leur domicile. Et d'ailleurs, nous voyons les chiffres à l'écran. L'ONU parle de plus de 4,2 millions de réfugiés, un exode massif qui a amplifié de manière vertigineuse la crise des migrants en Europe. Est-ce à dire, Alain Rodier, que tous les acteurs engagés dans le bourbier syrien ont intérêt à trouver une sortie de crise bien vite ? Je crois que tout le monde a intérêt à trouver une solution rapide parce qu'effectivement, cela est en train de dégénérer en ce moment. Mais de toute façon, il faut replacer le conflit syrien dans un cadre beaucoup plus large, dans le cadre du Proche-Orient et même au-delà, dans un cadre d'affrontement entre Washington et Moscou, de toute façon également. Mais il y a tout de même effectivement des points positifs. Et comme le notait monsieur le professeur, les Iraniens sont également tout à fait incontournables dans l'ébauche d'une solution. Mais pour le moment, le problème est tellement complexe qu'on ne comprend pas très bien vers quelle solution on est en train de s'acheminer, parce qu'il faut englober donc également des autres problèmes. Le problème irakien en fait également partie. Oui, Serge, très rapidement, ces derniers développements en Syrie, c'est-à-dire les 50 commandos américains et les frappes russes, vont-ils avoir un quelconque impact sur la guerre en Irak voisin ? En Irak, je ne sais pas trop. Il faut savoir que, justement, le caractère asymétrique de la guerre, justement, fait en sorte que l'évolution de l'État islamique n'est pas une évolution classique. Hein? C'est-à-dire qu'on a ici à la fois l'émergence d'un groupe, mais aussi sa capacité à administrer ou à se répandre dans un territoire qui lui-même est un territoire qui est transfrontalier. Donc oui, c'est sûr qu'il peut avoir un recul. Une des étapes, une des choses qui est très connue dans la progression des rébellions, c'est la capacité d'avoir une base arrière. Et l'Irak jusqu'ici a toujours été une base arrière. Serge, on devra boucler maintenant. Merci à nos invités, professeur Serge Banyongen de l'Université d'Ottawa et Alain Rodier du Centre français de recherche sur le renseignement. Comme promis, cap sur Kinshasa, où se trouve Roger Muntu. Roger ? Jacques Aristide, bonjour à vous, bonjour aux amis de Washington Forum. Effectivement, nous sommes ici à Kinshasa, place Royale. Il y a des voitures qui klaxonnent parce que nous sommes là évidemment en train de vous montrer ce qui se passe derrière. Derrière moi, c'est l'hôtel du gouvernement. Jacques, beaucoup de choses à voir ici à Kinshasa. Mais la grande question, Jacques, que nous avons posée à nos téléspectateurs qui regardent ou qui écoutent, nos auditeurs qui écoutent La Voix de l'Amérique ou VOA Afrique, nous avons posé la question, Jacques, de savoir, est-ce qu'ils regardent Washington Forum? Est-ce qu'ils aiment bien Washington Forum?
C'est la question que nous avons posée à nos téléspectateurs. Suivez et nous revenons dans un instant, Jacques. Je vois cette émission à la télé, mais souvent, mais je ne prête pas vraiment attention de regarder peut-être 30 ou 1 heure du temps. C'est juste quelques petites minutes, là, 5-10 minutes. Et puis, et c'est sur quelle chaîne que vous regardez si j'ai une bonne mémoire, B1, ouais, je crois. Comme David Ngandou, beaucoup d'autres Congolais suivent Washington Forum et ils n'ont pas hésité de nous le dire. Oui, je regarde l'émission chaque jeudi sur B1 Télévision. Et comment tu trouves l'émission, Yann? Oui, je le trouve parfait et j'aimerais qu'on puisse parler aussi de notre pays à l'étranger par rapport à ce que nous vivons ici. Et, vu qu'il y a l'élection 2016 et j'aimerais vraiment qu'on le parle vraiment, que ça soit vraiment l'air sujet sur Washington. Et vous voulez vraiment que ce sujet-là soit couvert. Et vous savez que notre collègue Jacques Aristide couvre déjà la RDC plusieurs fois, mais comme vous l'avez déjà vu. Mais vous voulez qu'il parle beaucoup plus des élections en 2016, c'est ça? Oui, je veux vraiment que non, il parle vraiment, toujours dans ça seulement que non, la RDC, uniquement la RDC et précisément les élections de 2016. Bon, je suis seulement une émission, là, Washington Forum, mais pas trop souvent. Parce que j'apprécie beaucoup leur façon de présenter leurs actualités et puis c'est tout. Washington Forum, oui, bien sûr, j'ai suivi une fois seulement. Ouais. C'était par hasard à la télé comme ça, je suivais B1 et puis j'ai trouvé l'émission, bon. Sinon j'ai aimé l'émission surtout. Une fois seulement et vous avez aimé? Oui, une fois seulement et puis j'ai aimé l'émission. Qu'est-ce que vous avez aimé dans cette émission? Ah ben oui, ce qui m'a vraiment choqué, vraiment c'est tout, il parlait de la politique. Vous voyez, j'aime la politique et surtout de chez nous ici et puis un peu partout. Il parlait surtout de la politique du Mali, du Sénégal, un peu partout, quoi. Pour tous ces amis de VOA Afrique, me rencontrer était aussi une occasion de dire bonjour au présentateur de Washington Forum, Jacques Aristide. Bonjour Jacques Aristide. Bonjour Jacques Aristide. Jacques Aristide, bon travail, tu fais du bon boulot, ça va? Bonjour Jacques Aristide, bonjour vraiment, nous sommes à Kinshasa, je vous salue. Merci. En tout cas, merci Roger de la pub gratuite. Je ne dirai pas non à ça. Et d'ailleurs, nous prenons bonne note de tous vos commentaires. Et ça, certainement, nous essayerons de couvrir davantage la RD Congo. Mais évidemment, cette émission couvre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale. Merci à tous nos partenaires. Et d'ailleurs, à Kin, c'est B1. Et nous leur faisons un clin d'œil. Voilà. Chers amis de la VOA, chers amis fidèles de Washington Forum, merci de nous avoir accueillis chez vous encore une fois cette semaine. C'était Jacques Aristide à Washington. Take care. Et d'ailleurs, ne manquez pas, Roger Muntu, il sera à la radio, sur le web, à la télé et il reviendra certainement avec beaucoup d'éléments, beaucoup de sujets pour vous. Voilà, merci et à très bientôt. Take care.